Bonsoir tout le monde. Je suis Maxime Laurière, j'ai soutenu ma thèse au Lipsis il y a quelques mois, c'était en février. Ma thèse s'intitulait Cache collaboratif noyau adapté aux environnements virtualisés. Ça paraît compliqué, mais on va voir, ça n'est pas tant que ça. Et donc en fait, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est exactement la présentation que j'ai faite lors de ma soutenance de thèse. Donc en fait, cette thèse, elle s'introduit dans le contexte du cloud computing. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, le cloud computing, c'est vraiment la solution pour offrir des ressources à la demande, en fait, des ressources informatiques à la demande. Donc que ce soit pour vous en tant qu'utilisateur, c'est un moyen d'accéder à de nouveaux services comme les webmails ou le stockage de vos photos en ligne. Par contre, pour les entreprises, c'est vraiment l'occasion de faire des économies sur leur système d'information. Donc pour ça, en fait, il faut savoir qu'un des objectifs du cloud, ça va être de maximiser l'utilisation des ressources disponibles. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a des études qui ont montré que seulement 5 à 20% des ressources dans les centres de données étaient utilisées. Donc il y avait beaucoup de gaspillage. Donc pour répondre à ce problème, il existe une solution qui est la virtualisation. Son principe, ça va être d'exécuter plusieurs machines virtuelles, donc des fausses machines, au sein d'une seule machine physique. Donc là, par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est remplacer plusieurs serveurs physiques par un seul serveur, éventuellement plus gros, dans lequel on va mettre plusieurs petites machines virtuelles. Un exemple concret, c'est récemment l'entreprise Next Radio TV, qui édite notamment les sites de BFM, RMC ou 01net, donc c'est des sources d'OVH. Ils sont passés d'une architecture avec 80 serveurs physiques à une architecture où ils ont seulement 7 serveurs physiques dans lesquels ils ont mis 80 machines virtuelles. Et d'après eux, ça leur a permis de réduire de 40 à 50% leur coût d'exploitation et de maintenance de ces machines. Donc la virtualisation présente de nombreux intérêts. D'une part parce qu'on peut consolider, c'est-à-dire qu'on peut réduire le nombre de machines physiques et donc faire des économies, tout en conservant l'isolation. Précédemment, on avait des machines physiques qui étaient clairement isolées, puisque si une qui tombe en panne, normalement, on n'a pas d'impact sur les autres. Aujourd'hui, c'est toujours le cas puisque les machines virtuelles sont isolées. Quand on est dans une machine virtuelle, on ne sait pas, on n'a pas d'impact direct sur les autres machines virtuelles, même si elles sont sur la même machine physique. Et ça apporte également beaucoup de flexibilité puisque ça va être facile de créer une nouvelle machine virtuelle ou d'en supprimer une en fonction des besoins. Alors qu'auparavant, c'était relativement compliqué de venir dans un centre de données puis brancher une machine si jamais il y a un pic d'activité. C'est pas pratique. Donc un exemple en fait de consolidation, c'est sur ce schéma. Ça vient de chez Amazon, où c'est une sorte de recommandation pour des architectures multitiers, où on va déployer sur une seule machine physique jusqu'à, dans cet exemple, 9 machines virtuelles, avec différents types d'usages pour chaque machine. On va avoir une certaine élasticité, puisqu'on va pouvoir rajouter des machines virtuelles des serveurs web, en fait, si jamais il y a un pic d'activité à ce niveau-là, ou s'il faut qu'on rajoute des load balancers pour absorber un pic de charge. Par contre, il y a aussi des inconvénients à la virtualisation. Et parmi ces inconvénients, ce à quoi je me suis intéressé, c'est la fragmentation des ressources. Donc, par ressources, j'entends quoi? On en entend plusieurs. On parlera par exemple du processeur, puisque le processeur de la machine physique, il va être partagé entre les différentes machines virtuelles. Donc là, la réponse à ça, c'est l'ordonnanceur du système de la machine hôte, dont le rôle, ça va être de partager le temps du processeur entre les différentes machines virtuelles. Une autre ressource qui va être fragmentée, ça va être le stockage, puisqu'on ne va pas avoir un disque dur par machine virtuelle, on va en avoir un gros, je simplifie, qui va être partagé entre les machines virtuelles. Mais pour régler ce problème-là, on va pouvoir mettre par exemple des quotas, d'accord, ou mettre un système de fichiers qui va être partagé entre les machines virtuelles, où on va pouvoir partager l'espace disponible. Par contre, quand on va observer la mémoire allouée aux machines virtuelles, on va avoir un problème, puisqu'en fait, on va difficilement pouvoir enlever de la mémoire à une machine virtuelle pour la donner à une autre. Vous imaginez dans une machine physique, ça reviendrait à retirer une barrette de RAM pour la mettre dans une autre machine. C'est pas facile parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans cette barrette. D'accord ? Et donc, ce problème de fragmentation mémoire, en fait, il vient d'une analyse. Donc, sur cette courbe, en fait, ici, ce qu'on va représenter, c'est la mémoire libre d'un serveur web, ce qui est typique observé sur un serveur web, au cours d'une journée. Donc quand on est en bas, ici par exemple, ce qu'on observe, c'est qu'il y a très peu de mémoire libre. En fait, on a un pic d'activité, du coup on a moins de mémoire libre. Et inversement, à cet endroit-là, ou ici, on a le serveur web qui est inactif, il y a assez peu d'activité, du coup on a de la mémoire qui s'est libérée. Donc on a une variation dans la charge, et donc dans la mémoire consommée,
Et donc on se retrouve, comme la mémoire est fragmentée, à avoir des machines virtuelles qui n'ont pas de mémoire, qui sont complètement chargées, qui ont besoin de plus de mémoire, et d'autres qui ont de la mémoire qui est inutilisée. Alors là, on peut se demander où est le problème. Ah ben en fait, il vient de l'hétérogénéité des applications qu'on va déployer dans les machines virtuelles. On va avoir des applications qui vont être plutôt orientées calcul, donc par exemple des serveurs d'application, qui vont avoir tendance à consommer plutôt du processeur et de la mémoire. Et donc là, en fait, on s'attend plutôt à ce que l'administrateur qui va configurer les machines, il anticipe les pics de charge. Et donc, il va attribuer la mémoire maximum disponible qu'on anticipe lors d'un pic de charge. Donc, dans cet exemple-là, on a deux machines virtuelles. La machine virtuelle 1, elle a toute sa mémoire qui a été allouée, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un pic d'activité. Et la machine virtuelle 2, elle a un petit peu de mémoire libre. Bon, jusque-là, ce n'est pas gênant. Par contre, quand on s'intéresse aux applications qui sont plutôt orientées données, en fait, on va avoir un problème nouveau. En fait, vous savez tous que l'accès à un disque dur est relativement lent. On parle de plusieurs millisecondes, voire dizaines de millisecondes pour accéder à un disque dur par rapport à de la mémoire. Donc tous les systèmes modernes, depuis des dizaines d'années, ils utilisent la mémoire libre pour conserver ces données en mémoire, ce qu'on appelle un cache. Donc typiquement, dans ce type d'application, plus on a de la mémoire libre, plus on aura de cache, plus les performances, au mieux seront les performances. Donc dans cet exemple, en fait, la machine virtuelle 2, elle exécute aussi une application qui fait des entrées-sorties, et elle a un petit peu de cache qui permet d'améliorer ses performances. Et ce qu'on peut observer, c'est que si la machine virtuelle 1, elle a une baisse d'activité, elle va avoir beaucoup de mémoire libre, inutilisée, alors qu'elle pourrait servir au bénéfice de l'application ici qui effectue des entrées-sorties. Avec les machines virtuelles, ce n'est pas possible. Donc l'objectif auquel je me suis intéressé au cours de ma thèse, c'était de faire bénéficier une machine virtuelle active, donc ici la machine virtuelle 2, de la mémoire inutilisée d'une machine virtuelle inactive. Donc ici, la machine virtuelle 1. Alors il existe des approches qui permettraient de résoudre ce problème en partie. Donc une approche classique, c'est ce qu'on appelle les mémoires partagées distribuées, où l'idée, ça va être en quelque sorte d'avoir une seule mémoire, ici, entre les machines. Alors cette approche-là, elle est utilisée beaucoup dans les années 90, sur des machines physiques, où on avait ce qu'on appelait des systèmes à image unique. Donc c'est un exemple, ça s'appelle Kerighed, où pour l'utilisateur, plusieurs machines d'un cluster étaient vues comme une seule machine. Du coup, on avait une seule mémoire. C'est facile, on pouvait partager la mémoire de plusieurs machines. Le problème, c'est que dans notre contexte, avec les machines virtuelles, ce qu'on souhaite, c'est conserver de l'isolation entre les processus qui s'exécutent. Et si on fait ça, on perd le bénéfice des machines virtuelles. Donc ça n'a plus aucun intérêt. Une autre approche classique, c'est les caches réparties. Classique, c'est ce que j'ai fait aussi au cours de ma thèse. Mais les systèmes existants, donc on en connaît plusieurs, notamment MKJ, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un cache réparti applicatif, c'est-à-dire que les applications, elles doivent être modifiées pour pouvoir se servir de ce cache. Donc pour nous, c'est un défaut parce que ce qu'on souhaite, c'est une solution qui soit transparente et qui marche clé en main. Pas besoin de recoder une application. D'autres systèmes de fichiers qui sont répartis offrent aussi un système de cache réparti. Le défaut ici, c'est que les systèmes de fichiers, il est imposé. Or, un système de fichiers, parfois, sur certaines applications, par exemple des bases de données, on pourra avoir besoin de fonctionnalités qui ne sont pas présentes. Donc ça peut être du copy and write ou des snapshots. Des systèmes de fichiers modernes, ils offrent beaucoup de fonctionnalités et on souhaite que l'administrateur puisse encore avoir le choix du système qui soit adapté à son application. Et une dernière approche, ça va être des caches orientées blocs, donc qui vont se placer entre le système de fichiers et le disque dur. Et là, le problème, c'est qu'en fait, ça va se limiter à certains systèmes de fichiers. Donc typiquement, sur cette machine, là, le système de fichiers, il s'attend à ce qu'il y ait un disque dur. Si on prend un système de fichiers réparti, type NFS par exemple, il ne s'attend pas à avoir un disque dur dans la machine. On peut démarrer une machine avec un NFS sans disque dur local. Donc là, ce type de solution, ça ne marchera pas. Dans les approches, donc toutes ces approches-là, elles manquent de transparence vis-à-vis des applications et des use cases qu'on va avoir dans les environnements virtualisés. Donc une approche virtualisée qui existe et qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle le memory ballooning. Le principe, c'est d'avoir une sorte, de façon abstraite, c'est un ballon de baudruche qu'on place dans les machines virtuelles. En fait, le ballon, quand il gonfle, il occupe de la place, de la mémoire, et cette mémoire, elle est rendue à l'hyperviseur. Donc l'hyperviseur, ici, c'est le système qui va se charger de démarrer les machines virtuelles et de les coordonner et de leur attribuer des ressources. Donc quand le ballon va gonfler, on va rendre la mémoire à l'hyperviseur, et quand on va le dégonfler, on va reprendre de la mémoire. Donc en faisant ça,
on va pouvoir avoir une machine virtuelle qui dégonfle son ballon pour avoir plus de mémoire, et une autre qui gonfle son ballon pour donner de la mémoire dont elle ne se sert pas. Le problème, c'est qu'on verra dans la seconde partie de cette présentation que le ballooning il a des gros problèmes de performance, c'est difficile d'automatiser. Donc si on sait manuellement qu'une machine a de la mémoire qui est inutilisée, on peut réduire sa mémoire. Donc on va pouvoir retirer la barrette de RAM sans problème. Par contre, pour rendre ce processus-là automatique et transparent, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a un second problème qui est fonctionnel, c'est que quand on travaille à l'échelle d'un centre de données ou d'un cluster, on a plusieurs machines physiques sur lesquelles on met des machines virtuelles. Et si on se retrouve dans cette situation, avec les machines virtuelles 1 et 2 qui sont occupées, qui ont de la mémoire utilisée, qui ont besoin de plus de mémoire, et ici une machine virtuelle, la 3, qui a beaucoup de mémoire libre, sur un autre nœud, une autre machine physique, le ballooning ne permettra pas de la récupérer. Le ballooning il va être uniquement local à une machine physique. Donc dans ma thèse, on a principalement 2 contributions, mais en fait c'est la même, c'est juste que c'est en 2 étapes. La première, ça consistait à réaliser un cache réparti entre machines virtuelles, qu'on a appelé PUMA, pour Pooling Unused Memory in Virtual Machines. Donc le principe de cette contribution, c'est qu'il soit transparent et performant. On ne s'est pas intéressé à une partie plutôt dynamique. Et la seconde partie de cette présentation, on s'est intéressé à comment rendre ce mécanisme de partage dynamique. Comment on va pouvoir détecter qu'une machine virtuelle a besoin de plus de mémoire ou n'a plus besoin de sa mémoire. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter Puma. Donc c'est un mécanisme transparent de cache réparti entre machines virtuelles. Donc il est basé sur 3 principes importants. Le premier, c'est qu'on a intégré au cœur du système d'exploitation des machines virtuelles, dans un noyau Linux. Et ce, pour le rendre indépendant des hyperviseurs. Donc, ce qui va nous permettre, dans un système, par exemple, de multi-cloud, ce qu'on appelle parfois sky computing, on pourra avoir plusieurs hyperviseurs de nature différente. Cette Puma continuera de marcher dans ces environnements-là. On n'a pas besoin de modifier l'hyperviseur. L'autre intérêt, dans le noyau en fait, des machines virtuelles, c'est qu'on le rend indépendant des applications qui s'exécutent. On a vraiment, les applications ne voient pas ce qui s'y passe, et pour elles, c'est entièrement transparent. Et un troisième principe qui est important, c'est qu'on ne va manipuler que des... Donc du coup, comme on est intégré au sein du cache, dans le Linux, on appelle ça le page cache, parce qu'en fait, la mémoire qui est manipulée par le noyau, c'est des pages mémoire. C'est une taille fixe, souvent de taille 4 kg, mais ça c'est un détail. Et donc, nous, ce qu'on manipule, c'est uniquement des pages propres, c'est-à-dire des pages qui n'ont pas été modifiées, ou en tout cas qui sont de façon identique sur le disque. Donc l'intérêt, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que travailler sur des pages qui sont sales, déjà, c'est compliqué pour des questions de tolérance aux pannes. C'est-à-dire que si on a envoyé par exemple une page sale sur une autre machine virtuelle et qu'on a une panne, on risque d'avoir des problèmes de cohérence. Une seconde raison à ça, c'est que la plupart des écritures, elles sont déjà accélérées. En fait, elles vont directement dans le cache. Vous avez tous eu le problème, une fois, de retirer une clé USB avant de l'avoir démontée proprement. D'accord ? Donc en fait, ça, c'est parce que quand vous écrivez un fichier, il n'est pas écrit sur le périphérique de stockage, il est gardé en mémoire. Et c'est après qu'il est écrit. Et donc en fait, c'est pour ça que les écritures sont souvent très rapides. Ce qui veut dire, nous, ce qu'on va faire, c'est améliorer les performances. Donc améliorer quelque chose qui est déjà très rapide, c'est encore plus dur. C'est pour ça qu'on ne s'est pas intéressé à cette partie-là. Et donc, je disais, d'un point de vue tolérance aux pannes, en fait, ça apporte plus de flexibilité puisque le disque dur conserve une donnée identique. C'est-à-dire que si une machine virtuelle, par exemple, veut soit tomber en panne, soit veut récupérer sa mémoire, on va pouvoir facilement tout enlever. Et pour un coût qui va être, on verra, négligeable. Et donc, pour cela, en fait, nous avons intégré Puma au cœur du noyau des machines virtuelles. Et pour cela, on a dû intercepter 2 opérations de base des systèmes, qui sont une éviction d'une donnée du cache, qu'on a implémentée par l'intermédiaire d'une opération put. Et il faut aussi détecter les défauts de cache, c'est-à-dire quand on veut lire une donnée qui n'est pas présente dans le cache. Donc c'est ce qu'on va voir par l'intermédiaire de l'opération get. Donc l'opération put, classiquement, elle va se produire quand votre programme va faire une allocation de mémoire. Donc, quand on alloue la mémoire, il faut d'abord demander au système à obtenir une page mémoire. C'est par l'intermédiaire de l'algorithme PFRA, pour Page Frame Reclaiming Algorithm, dont le rôle va être de réclamer de la mémoire s'il n'y en a pas assez. Donc cet algorithme, ce qu'il va faire, c'est trouver une page en mémoire, une page cible, pour l'évincer.
Dans cet exemple, la page 42, c'est la page qu'il a choisie comme page du cache à évincer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver des métadonnées dans le système pour savoir qu'on a placé cette page, la page numéro 42, on va la placer dans le cache, ce qui va nous permettre de la retrouver plus tard. Une fois qu'on a conservé ces métadonnées, on peut envoyer la page en réseau. Ce qu'on a fait, c'est du TCP classique. On verra après qu'on aurait pu faire mieux, mais c'était une première approche. Donc on envoie cette page au sein d'une autre machine virtuelle qui va la stocker dans sa mémoire. Et ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'envoi de la page et la libération de la mémoire, d'accord, donc c'est la page qu'on va rendre à l'application, peut se faire en même temps. Donc ça, c'est fait parce qu'en fait, on garde des copies en mémoire pour aller plus vite. Ce qui nous permet de ne pas bloquer l'application qui demande sa mémoire. Donc en fait, c'est un coût qui est relativement faible. Dans le cas de l'opération GET, ça va consister à récupérer une donnée depuis le cache qu'on a précédemment placé. Donc ici, on voit la page 42 qu'on a placée précédemment dans le cache. On voit aussi qu'elle est présente sur le disque dur. Donc si jamais elle n'était pas en mémoire, on ira la lire directement depuis le disque dur. D'accord ? Une chose que je n'ai pas dit, c'est le principe des caches répartis. C'est qu'ici, un accès au disque dur, ça va être de l'ordre de 10 millisecondes. Un accès à sa propre mémoire, c'est quelques dizaines de nanosecondes ou centaines. Par contre, l'accès réseau ici, c'est quelques centaines de microsecondes. D'accord ? Donc c'est plus intéressant d'aller lire la donnée ici que d'aller la lire ici. C'est pour ça, c'est le principe de base des caches répartis. Donc je disais, dans le cas d'une opération GET, ça va consister à aller lire une donnée qu'on a précédemment placée dans le cache. Donc pour ça, on va détecter l'opération, on va détecter un défaut de cache, ce qu'on appelle un miss. Voilà. Donc pour ça, on va d'abord vérifier dans les métadonnées si la donnée a déjà été mise dans le cache. Donc là, grâce à ça, on sait qu'on va pouvoir payer le coût d'accès réseau et que ça sera utile. Si on n'avait pas les métadonnées, on ira voir dans le cache, mais on payera à chaque fois 500 microsecondes et des poussières pour aller lire une donnée qui n'y est pas. D'accord ? Donc comme on sait qu'elle y est, on peut envoyer une requête à la seconde machine virtuelle qui va pouvoir chercher la page dans son cache, dans sa mémoire, et ensuite la renvoyer. Donc, quand on parle de cache, on parle aussi souvent de stratégie de placement. C'est pareil dans les caches des processeurs. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui regardent un peu des fois comment ça marche. On a des caches de plusieurs niveaux. Et il y en a qui sont inclusifs, il y en a qui sont exclusifs, etc. Donc, nous, dans Puma, on a implémenté deux stratégies de cache à des fins d'évaluation principalement. La première, c'est la stratégie exclusive. L'idée, c'est que ici, donc dans l'opération GET, la page, quand on l'envoie, quand on la rend en fait finalement à la machine virtuelle, on la supprime de sa mémoire. D'accord ? L'intérêt, c'est qu'au final, la quantité de mémoire qu'on va utiliser, ça sera la mémoire locale ici, plus la mémoire du cache réparti. D'accord ? Donc on va vraiment étendre sa mémoire. Une autre stratégie, qui est la stratégie non inclusive, qui va consister à la conserver en mémoire, en fait, simplement. D'accord ? Alors pourquoi non inclusive et pas inclusive ? Parce que inclusive, ça veut dire qu'il y a une garantie d'inclusivité dans la donnée. Ça veut dire que la donnée, si elle est présente ici, elle est aussi présente ici. Nous, ce n'est pas notre cas. C'est-à-dire que la donnée ici, elle pourra éventuellement être effacée par la machine virtuelle 2 si elle a besoin de sa mémoire. Donc l'intérêt, c'est que si on est inclusif, on a très peu de mémoire, puisqu'on va avoir le max entre la taille de la mémoire ici, plus la taille ici. D'accord ? Donc en gros, si ici on a 1 giga de mémoire et ici 1 giga, on n'aura que 1 giga en tout, et ça ne sert à rien. D'accord ? Alors qu'en non inclusif, on peut éventuellement avoir quasiment la taille d'un cache exclusif. Par contre, un autre intérêt, c'est que comme on conserve la donnée ici, on n'aura peut-être pas besoin de la renvoyer plus tard. Si jamais on doit évincer à nouveau la page 42 et qu'on se rend compte qu'elle est déjà présente, on n'a pas besoin de l'envoyer. Et enfin, il y a un autre point important, qui est le filtrage des accès séquentiels. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les disques durs classiques, on ne s'intéresse pas aux SSD, c'est encore trop cher, on considère que c'est encore trop cher. Les disques durs classiques, les accès séquentiels, ils sont assez rapides parce qu'ils sont amortis. Donc, quand on va lire une donnée en séquentiel, en fait, une fois que ce qui est coûteux, c'est de déplacer la tête de lecture sur le disque. Mais une fois qu'elle est placée et qu'on a déclenché l'entrée-sortie, on va pouvoir avoir la bande passante du disque. Ça veut dire que ces accès-là, ils sont difficilement optimisables et qui peuvent même nous dégrader les performances dans ces cas-là. Donc en fait, pour ça, on a un filtre où le principe, ça va être de détecter les accès séquentiels. Et lorsqu'ils sont séquentiels, on évite d'envoyer les pages correspondantes dans le cache. Donc ça va permettre à la fois d'éviter de dégrader les performances dans certains cas, et en plus, on va gagner de la mémoire parce que les accès les plus lents, ce sont ceux qui sont aléatoires, ce ne sont pas les séquentiels. Donc ça, c'est vraiment les principes de base sur comment Puma est conçu. Donc on a fait une évaluation de Puma, de la partie transparence et performance. Donc dans l'évaluation, on a un code
un code couleur pour les courbes. Donc les courbes pleines, ça correspond à est-ce qu'on a activé le filtre séquentiel ou pas. Donc quand c'est pas plein, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Et pour l'inclusivité des caches, on a en jaune l'exclusif et en mauve l'inclusif. Dans l'évaluation, en fait, on a lancé simplement 2 machines virtuelles. Une première qu'on considère active, donc elle a une application qui s'exécute dedans qui a besoin de mémoire pour aller plus vite, qui a 1 giga de mémoire, et une seconde qu'on considère inactive, et qu'on a fait varier, dont la mémoire a varié d'une expérience à une autre de 512 à 12 gigas. L'idée, c'était de savoir, de mesurer l'évolution des performances en fonction de la mémoire disponible. Et donc, en fait, on se compare à une seule machine virtuelle qui est toute seule et qui ne peut pas profiter de la mémoire d'une autre. Voilà. Et donc, une première expérience, ça a consisté à exécuter l'application BLAST. C'est une application scientifique qui fait du séquençage d'ADN, qui est assez séquentielle, en fait. Donc, elle a une partie des accès qu'elle fait qui sont aléatoires, donc qui peuvent être accélérés, et l'autre qui est séquentielle, qui sont soit durs à accélérer, soit, quand ils ne tiennent pas dans le cache, ils peuvent dégrader les performances. Donc ici, c'est ce qu'on observe. On a un jeu de données qui fait à peu près 3 gigas. Donc en fait, quand on a moins de 4 gigas de mémoire en tout, donc la VM1 plus la VM2, ce qu'on observe, c'est qu'on dégrade les performances de l'ordre de 10%. Et ici, c'est sans le filtre, d'accord, les pointillés. Ça veut dire que les accès séquentiels, ils vont dans le cache. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on passe notre temps à envoyer des données dans le cache, elles passent leur temps, elles, à évincer les autres données. Donc en fait, le cache, il ne sert à rien à part dégrader les performances. Par contre, si on active le filtre, ce qu'on observe, c'est qu'on a un gain de performance qui est de l'ordre de 35 à 45%. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette application, il y a à peu près 95% des accès disques qui sont séquentiels. Donc en fait, c'est en optimisant 5% des accès, on arrive à avoir 35 à 45% d'amélioration de performance. D'accord ? Et ça, c'est en fonction de la stratégie utilisée. Donc la stratégie, on va en parler juste après, mais juste là pour voir, ce qu'on observe, c'est qu'en non inclusif, on a de meilleures performances. Pourquoi ? Parce qu'une fois que les données ont été mises dans le cache, on n'a pas besoin de les renvoyer. Donc on ne paye pas à chaque fois le coût de renvoi d'une page. Donc forcément, comme on a un surcoût qui est moindre, on a un gain de performance qui est plus élevé. Ensuite, on a fait d'autres expériences avec des bases de données. Donc ici, c'est 2 benchmarks de bases de données qui s'appellent TPCH et TPCC. Donc dans la machine virtuelle, c'est simplement un serveur PostgreSQL, pour ceux qui connaissent. Et donc en fait, on a fait varier la quantité de mémoire disponible au total, en fait, entre les 2 machines virtuelles, et on mesure l'accélération obtenue. Et donc ce qu'on observe, c'est que on a un gain qui peut être assez important. Pour TPCC, avec beaucoup de mémoire, on obtient jusqu'à x12 ou x13, je crois, ici. En fait, c'est parce qu'ils génèrent des accès qui sont très aléatoires, qui sont très lents, et du coup, le fait de les accélérer, ça permet d'avoir des gains qui sont vraiment importants. Enfin, il y a un autre problème auquel on peut s'intéresser, c'est quel va être l'impact de la latence réseau. Parce que comme je vous ai dit, actuellement, l'implémentation qu'on a, c'est du TCP entre les machines virtuelles. Et qui dit réseau, il dit éventuellement perte de paquets, coupure de réseau, saturation. Donc ce qu'on a voulu voir, c'est comment on pouvait se comporter avec une variation de latence réseau, puisque finalement, c'est ça qui est le plus important pour nous. Et donc ici, on a fait une expérience avec différentes applications, et on a injecté de la latence entre les machines virtuelles. Donc ici, 0, ça veut dire qu'on n'a pas injecté de latence, donc c'est la latence de base qui était de l'ordre de 200 ou 300 microsecondes. Et ici, on a injecté 500 microsecondes, 1 milliseconde, etc. Et donc ce qu'on observe, c'est que pour certaines applications, donc là c'est Postmark et TPCC, on a des dégradations de performance qui peuvent être assez énormes en fait. Puisque le simple fait de rajouter un peu de latence réseau, en fait, ça va allonger les temps de communication entre les machines virtuelles, on va être moins performant qu'un accès au disque. Et ça, c'est surtout ce qu'on ne veut pas faire, parce qu'on ne veut pas dégrader les performances. Donc pour régler le problème, en fait, dans Puma, on va simplement monitorer la latence réseau, on va échanger des pings entre les machines. Et quand la latence mesurée est trop élevée, donc selon des seuils qui sont fixés par l'administrateur, en fait, on va simplement désactiver le mécanisme de cache. Donc ici, ce qu'on observe avec le mécanisme de contrôle de latence, c'est que les performances sont bonnes au début. Donc là, sur 0 injection, 0,5, en gros, on reste sous le seuil, donc les performances sont intéressantes. Et quand on va dépasser une milliseconde, en fait, Puma va se désactiver pour ne pas dégrader les performances. D'accord ? À une exception ici, c'est Postmark, où on dégrade encore un peu les performances, c'est sûrement le seuil qui était un peu sous-estimé. Et enfin, là où ce qui peut être intéressant, c'est de se comparer avec des caches SSD, puisque aujourd'hui les SSD sont encore trop chers. Par contre, ils sont souvent utilisés en tant que cache en fait, pour un disque dur, sur des machines physiques.
Donc c'est intéressant juste pour comparer, pour voir où on se situe par rapport à ce type de cache. Et donc en fait, pour se comparer, on a pris un SSD, on y a mis un cache dans Linux qui s'appelle DemCache, c'est un module du noyau. Et donc pour l'expérience, on a pris une machine virtuelle toute seule avec 1 Go de mémoire, et on lui a mis 5 Go de cache sur un SSD. Et dans le cas de Puma, on a pris notre machine virtuelle toute seule, et on lui a mis une seconde machine virtuelle inactive qui a 5 Go de mémoire, donc elle peut prêter 5 Go. Donc quand on exécute toutes les applications précédentes, ce qu'on observe, c'est que globalement, on est souvent meilleur que les caches SSD, même si eux, ils sont quand même bons, à une exception qui est Postmark ici, où nous, on ne gagne que 55% de performance, ce qui est pas mal. Par contre, avec un cache SSD, il y a un x10. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, cette application Postmark, elle génère 80% d'écriture à peu près. Comme nous, on ne les améliore pas, ces écritures, elles finissent par aller sur le disque dur magnétique classique, qui est lent. Alors qu'avec le SSD, les écritures, elles vont sur le SSD, mais comme le SSD, il est persistant, si jamais on débranche la machine virtuelle et qu'on la redémarre, les données seront encore là. Ce qui n'est pas notre cas avec Puma, puisque ça reste en mémoire. Donc nous, on va devoir payer finalement, pas directement, mais via l'écriture classique, on va payer les écritures. Dans le cas du SSD, ils les payent aussi, mais elles sont beaucoup moins chères. Donc pour résumer cette partie-là sur Puma, c'est un cache réparti qui est transparent entre machines virtuelles. Donc, il fonctionne avec des machines virtuelles qui sont colocalisées ou distantes. Donc là, je n'ai pas présenté une expérience qu'on a faite. Là, c'était juste l'injection de latence. Mais j'ai fait une expérience avec 2 machines physiques qui sont séparées par un réseau local, avec des machines virtuelles déployées dedans qui peuvent aussi s'échanger de la mémoire comme ça. Il est peu intrusif parce que dans notre implémentation, l'essentiel du code est fourni sous forme de module pour le Linux. Donc on a un petit patch parce qu'on avait des besoins d'API assez particuliers, mais l'essentiel était sous forme de module. Et les évaluations ont montré que Puma avait un surcoût qui était négligeable et qu'il y avait des gains qui étaient potentiellement importants. Et donc maintenant, on va passer à la partie où on s'intéresse à comment est-ce qu'on va pouvoir automatiser les besoins en mémoire. Donc jusque maintenant, c'était facile, on prenait une machine virtuelle, on en prenait une deuxième, on disait qu'elle était inactive et puis on faisait des expériences. Mais en vrai, ça ne se passe pas comme ça, les machines elles vont avoir une activité qui va varier. Alors aujourd'hui, ce qui existe pour régler ce problème de mémoire, c'est, je vous ai dit, le ballooning. Et il existe un ballooning automatique dont on a fait des expériences. Donc le ballooning automatique, ce qu'il va faire, c'est essayer d'anticiper les besoins de mémoire et donner plus de mémoire ou en récupérer en fonction de l'activité. Donc on a fait une expérience toute simple. On a pris 2 machines virtuelles. Sur la première, on a fait des entrées-sorties pendant tout le long de l'expérience. D'accord ? Et sur une deuxième machine virtuelle, au milieu de l'expérience, on fait un gros malloc de l'équivalent de la taille de la machine virtuelle initiale. D'accord ? Le principe, c'est quoi ? À quoi on s'attend ? C'est à ce que, sur le début de l'expérience, la machine virtuelle 1 a un maximum de performance. Lorsque la VM2 s'exécute, elle va récupérer sa mémoire et pouvoir allouer sa mémoire, en dégradant les perfs de la VM1, mais c'est normal. Et à la fin, à ce que la VM1 récupère la mémoire et ait des performances maximales. Et en fait, ce qu'on a observé, ici on a tracé la mémoire allouée par les mallocs, au bout d'un moment ça crache. Pourquoi ? Parce qu'en fait le ballooning il n'a pas été capable de récupérer correctement la mémoire qui a été prise par la VM1. D'accord ? Pourquoi ça ? Alors je précise du coup. Donc en fait ici dans les allocations on a mesuré le temps de chaque allocation, parce qu'en fait c'est pas seulement le crash le problème. On a mesuré le temps de chaque malloc, en fait on alloue par petits fragments. Et ici, on a représenté pour chaque allocation de mémoire le temps mis pour les mallocs. Donc ce qu'on observe, c'est que dans le cas du ballooning, on a des allocations de mémoire qui vont jusqu'à plusieurs dixièmes de millisecondes. Et même ici, il y a des points qui ne sont pas représentés parce qu'ils ça dépasse la seconde. Donc vous imaginez un malloc dans un programme qui prend plus d'une seconde, c'est des mallocs de quelques mégas. Alors que si on se prend une machine virtuelle toute seule, qui est vraiment en isolation, les mallocs ils sont de l'ordre de 600 microsecondes. Même moins, je pense que là, c'est plus la précision du timer en fait, qui donne ces résultats. Donc en fait, les allocations en dehors du crash, les allocations de mémoire sont 20 fois plus lentes en moyenne avec le ballooning que sans ballooning. Donc en fait, la raison à ça, c'est que quand le ballooning va vouloir récupérer la mémoire, ce qui va se passer, c'est premièrement la machine virtuelle qui faisait les mallocs, elle va demander à avoir plus de mémoire. Donc elle va demander à l'hyperviseur, est-ce que je peux avoir plus de mémoire ? L'hyperviseur, il va lui demander à la seconde machine virtuelle, qui va éventuellement, si elle le souhaite, lui dire OK, donc elle va gonfler son ballon et lui rendre de la mémoire. Et ensuite, l'hyperviseur il va pouvoir autoriser la machine virtuelle 1 à dégonfler son ballon.
D'accord ? Donc vous vous doutez que ces 4 opérations-là, elles sont lentes. C'est pour ça qu'on a des allocations qui sont longues. Et ça, c'est uniquement quand la VM2 elle accepte de rendre sa mémoire. D'accord ? Ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'elle émet de sa mémoire. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on dira que le ballooning, lui, va donner la mémoire. Quand on va, quand on va gonfler son ballon pour rendre une page mémoire à l'hyperviseur, c'est quasi définitif. À la fin, si on veut la récupérer, ça va être la misère, sauf si l'autre machine virtuelle est d'accord. Et en plus, on va avoir des synchronisations qui vont être assez longues entre les machines virtuelles. Dans notre cas, il y a 2 choses. La première, c'est qu'on prête la mémoire. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on envoyait des données sur le réseau, des pages, en fait, ce qu'on envoie, c'est des copies des données. D'accord ? Chaque VM garde sa mémoire et en reste maître. Et comme les données qu'on envoie, elles sont propres, on imagine que ça va être assez facile de les enlever. Il suffit d'effacer la mémoire. D'accord ? Donc si une VM veut récupérer une page mémoire qu'elle a prêtée, il lui suffit d'informer l'autre VM qu'elle le souhaite le faire et de la libérer. Si l'autre VM, elle ne veut pas tenir compte du message, tant pis pour elle, elle finira par aller lire la donnée et en fait, elle n'est plus là. Mais au moins, on sait qu'on va pouvoir la récupérer assez facilement. Donc maintenant, on va voir comment on a fait dans Puma pour automatiser ça. Par contre, on va d'abord parler de quelques prérequis techniques de la gestion de la mémoire dans le noyau Linux, parce qu'on va reposer sur des mécanismes existants pour l'automatisation. Donc le premier prérequis, ça concerne la gestion LRU du noyau. Donc pour ceux qui ont fait du système, vous savez que dans la mémoire, dans le cache, on gère les pages sous forme de pseudo-LRU. Donc en gros, le principe, c'est de dire les données les moins récemment utilisées, c'est celles qui vont être les plus à même d'être évincées rapidement. D'accord ? Parce qu'on essaie de garder les données les plus chaudes en mémoire. Donc dans le noyau, en fait, il y a un système de double LRU, qui est la LRU active et inactive. Donc en gros, la LRU active, elle consiste à conserver en mémoire les données les plus chaudes, les données considérées chaudes, et la LRU inactive, les données transitoires qui vont potentiellement être chaudes. Donc dans cet exemple, on a les pages P3 à P8, donc c'est des données du disque, hein, on ne parle que de cache disque. Hein. Donc P3, P8 qui sont dans la liste inactive. Et si on fait une première lecture sur la page P5, donc en fait elle va être lue depuis le disque, elle va être mise en test de liste inactive. Donc ce qu'on observe ici, c'est comme la page P8 était en fin de LRU inactive, elle est évincée. Si on effectue une seconde lecture, mais cette fois sur la page P3, d'accord, parce qu'elle était déjà en mémoire, donc on fait une lecture, comme elle était déjà en mémoire, on va la promouvoir dans la liste active. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'éviction, puisqu'en fait, on retire une page mémoire de la liste inactive, on la place en active. Il n'y a pas besoin de plus de mémoire. Le second principe, c'est ce qu'on appelle la désactivation des pages. Donc en fait, si je pousse le raisonnement à fond dans ce qu'on a vu juste avant, où toutes les pages sont activées, on va se retrouver avec une LRU active qui va être énorme, et une LRU inactive qui va être toute petite. Donc pour cela, en fait, dans le noyau, on va essayer d'équilibrer la liste. Et il y a une règle assez simple, qui est de dire que la liste inactive ne doit pas être plus petite que la liste active. D'accord ? Donc en gros, on va converger vers une liste active, à part dans des cas particuliers. La liste active, elle ne va pas représenter plus de 50% du cache. Donc on va généralement avoir 50% des données qui seront considérées chaudes et 50% qui seront considérées moins chaudes. Ça va marcher à un détail près. Et c'est ce qu'on va appeler la solution au problème dont je vais vous parler, c'est le shadow page cache. En fait, c'est le problème inverse. Ici, si on se replace dans la situation ici, on a en gros 50%, 50%. Si on a, mettons, un jeu de données qui fait 60% de la mémoire, d'accord ? Qu'est-ce qui risque de se passer ? C'est qu'on va avoir 50% qui va rentrer ici, et les 10% restants vont chasser ce qui est rentré précédemment, ainsi de suite, d'accord ? Donc en fait, c'est des données qui peuvent ne jamais être activées. Donc là, c'est le cas extrême si c'est séquentiel, mais ça peut arriver dans d'autres cas. Et le problème ici, c'est que c'est des données qui sont en fait, de fait, elles sont chaudes, mais l'algorithme existant ne permettra pas de le détecter, et donc il va évincer ces pages. Donc une solution à ça, ça s'appelle le shadow page cache. Donc c'est un système qui a été ajouté dans le noyau Linux au cours de ma thèse. Ça ne vient pas de moi, hein, ça a été ajouté par les mainteneurs du noyau. Le principe, c'est de conserver en mémoire des métadonnées, des pages évincées. Donc ici. Dans cet exemple, en fait, ce qu'on voit, c'est la page P2, elle a été évincée, et on a conservé en mémoire sa date d'éviction. D'accord ? Donc l'idée, c'est de dire que si cette page-là, elle accède à nouveau, on sait quand est-ce qu'elle a été évincée, et donc on sait qu'elle aurait dû être chaude, et donc être placée en active. Donc, je vais dérouler sur un exemple assez simple. Donc si on reprend ce qu'on avait avant, on a évincé la page P8 en lisant la page P5, d'accord ? Mais cette fois, ce qu'on garde en mémoire, c'est juste une métadonnée
qui indique que la page P8 a été plus ou moins récemment évincée, mais juste une date. D'accord ? Donc ensuite, si on fait une nouvelle lecture sur la page P8, ben, on sait qu'elle était récemment évincée, donc elle aurait dû être chaude, parce que finalement, si on prend l'ensemble de la mémoire, ben, elle tient en mémoire. D'accord ? Donc en fait, on va immédiatement l'activer. D'accord ? Donc ça, c'est juste ces trois prérequis, c'est des mécanismes sur lesquels on s'est basé pour automatiser Puma. Donc pour l'automatisation, on a isolé trois problèmes principaux. Le premier, ça a été en gros le scénario du ballooning. C'est on alloue la vraie mémoire et on veut récupérer ce qu'on a prêté, très rapidement. Le second, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on veut récupérer cette mémoire mais pour du cache. Et le troisième problème, c'est le plus difficile, c'est qu'est-ce qui se passe quand deux machines virtuelles ont une activité concurrente qui est variable. D'accord ? Donc ici, on a reproduit l'expérience précédente avec le ballooning, sauf que cette fois, ici, c'est avec Puma. Et donc ce qu'on remarque, c'est qu'on a en rouge la mémoire ici prêtée par la machine virtuelle, et en jaune, oula, je ne sais pas si on voit bien la couleur, et en jaune, la mémoire qui va être allouée. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'on voit bien qu'on alloue la mémoire, et au fur et à mesure qu'on alloue la mémoire, on arrive à libérer la mémoire qu'on avait prêtée. Et si on regarde les temps d'allocation, donc ici j'ai reproduit le ballooning, d'accord, c'est la même que précédemment, et quand on rajoute les mêmes mesures pour Puma, on se rend compte qu'on est finalement assez proche de les performances maximales qu'on avait tout à l'heure. Donc en fait, Puma, il est un peu moins bon, il est 2 fois moins bon qu'une machine virtuelle de référence, mais comparé au ballooning, qui était 20 fois moins bon. Le second problème, c'est lorsqu'on veut récupérer de la mémoire pour du cache. Donc ici, on a fait une expérience qui est assez simple aussi. Toutes les expériences sont assez simples finalement. On a deux machines virtuelles. Sur une première, on fait beaucoup d'entrées-sorties. Et ensuite, sur une seconde, on démarre une autre application. Mais la première a terminé. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on souhaite en fait ici ? C'est que la première, pendant son exécution, elle profite de la mémoire de la seconde, et inversement. D'accord ? En fait, ce qu'on observe, c'est que quand la seconde machine virtuelle démarre son activité, on va récupérer très rapidement à peu près la moitié de la mémoire qu'on prête, et très lentement le reste. C'est assez énorme, là, les 5 minutes. Donc vraiment, on a un problème de récupération de la mémoire, de vitesse. Donc en fait, si on regarde en détail ce qui se passe en mémoire, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a des pages prêtées, d'accord, en rose. Donc c'est les pages qui ont été prêtées, qui ont été activées. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que, je vous disais tout à l'heure, qu'on a en gros 50% de la mémoire qui sert de liste active. Donc, comme les pages sont considérées chaudes, elles sont évincées plus lentement. Et donc en fait, ici, ce qu'on observe, c'est qu'on a 50% de la mémoire qui est libérée rapidement. C'est ce qui correspond aux pages hébergées dans la liste inactive. Et les 50% restants, ça correspond aux pages hébergées dans la liste active. Alors ce qu'on souhaite, nous, vraiment, c'est pouvoir améliorer les performances quand on peut prêter. Par contre, quand on ne veut pas prêter, il ne faut vraiment pas dégrader les performances. Donc pour ça, on a pris une approche assez simple, qui était de dire, les pages qu'on prête, elles ne peuvent être placées que dans la liste inactive. D'accord ? Comme ça, elles seront récupérées assez rapidement. Donc maintenant, si on regarde la vitesse de récupération, en fait, on récupère tout assez rapidement. Donc en fait, là, la pente de la courbe, ça correspond à peu près à la vitesse de l'application elle-même, en fait. On a voulu faire la même expérience, mais dans l'autre sens, en fait. Donc on a une première machine virtuelle qui ne prête pas de mémoire, d'accord ? Donc en fait, la VM1, elle ne prête pas sa mémoire. La VM2 s'exécute, donc elle occupe de la mémoire. Et quand elle finit son application, la VM1 commence son application et souhaite profiter de la mémoire de la VM2. D'accord ? Donc c'est l'inverse. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que cette fois, on n'arrive pas à emprunter plus de 50%. Et donc en fait, c'est là, du coup, si vous avez bien compris, c'est assez simple. En fait, ce qui se passe, c'est que comme la VM2 s'est exécutée, elle a activé des pages, d'accord ? Donc en mémoire, on a à peu près 50% du cache qui est actif. Mais comme nous, on ne place des pages que dans la liste inactive, on n'arrive pas à récupérer cette mémoire-là. D'accord ? Donc notre solution, ça a été de périodiquement, dans certains cas, forcer la désactivation. Donc en fait, l'invariant dont je vous ai parlé, il vous disait que la liste active ne doit pas dépasser la liste inactive. Par contre, rien n'empêche d'avoir l'inverse. D'accord ? Donc on peut désactiver plus de pages. Dans ces cas-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on désactive des pages périodiquement lorsque la liste inactive comprend essentiellement des pages qu'on héberge. Donc ici, on avait fixé à 90%. Donc dans ces cas-là, en fait, on arrive bien à monter, et là, on plafonne à 70% de la mémoire occupée, ce qui correspond à la taille du jeu de données, en fait. Et donc enfin, le dernier problème qui est un peu plus compliqué,
c'est comment on fait quand on a les deux machines virtuelles qui s'exécutent en même temps. Donc là, dans cette expérience, on a exécuté une machine virtuelle, la une, pendant toute la durée de l'expérience, et la seconde, on l'a fait démarrer au milieu. Donc là, ce qu'on souhaiterait, en fait, c'est que la VM1 ait un max de performance au début, et quand la VM2 s'exécute, ben la VM2 elle ait son max de performance aussi à elle. D'accord ? Donc en fait, ce qu'on observe, qu'on va d'abord regarder ici, c'est qu'au début, on a bien la VM1 qui a son max de performance. Par contre, la VM2, quand elle s'exécute, ben en fait, elle atteint 0,5% des performances qu'elle aurait dû obtenir. Pourquoi ? Parce que, 1, elle continue de prêter sa mémoire. Donc en fait, ils se battent dans le cache, les deux VM. Et 2, en fait, la mémoire occupée ici par les pages prêtées, d'accord, donc 25%, ça suffit pour faire en sorte que les données de la VM2 ne tiennent plus en mémoire. D'accord ? Et ça suffit pour écrouler les performances. Donc ici, on a une question importante qui est comment est-ce qu'on peut détecter l'inactivité ou l'activité d'une machine virtuelle. D'accord ? Parce que ici, c'était facile, c'est le début de l'expérience, la VM2 ne s'est pas exécutée, mais ce qu'on souhaite, c'est ici pouvoir deviner que la machine virtuelle 2 a une activité et qu'on doit arrêter de lui prêter sa mémoire. Pourquoi c'est difficile ? On pourrait se dire, on regarde le temps CPU consommé ou le nombre d'accès disque, mais c'est difficile parce qu'un processus qui fait beaucoup d'accès disque, il ne va pas consommer de processeur. Et inversement, un processus peut faire beaucoup d'accès mémoire local sans faire d'accès disque ni consommer de processeur. Donc on ne saura pas qu'il est actif. D'accord ? Donc c'est assez compliqué finalement à deviner. Donc une première approche qui repose sur le Shadow Page Cache dont je vous ai parlé, il va consister à arrêter Puma lorsqu'on va avoir un hit, ce qu'on appelle un hit dans le shadow. Donc quand on détecte qu'une page elle a été évincée et en plus on veut y réaccéder, on arrête Puma. D'accord ? C'est assez logique finalement, parce que si une page a été évincée et qu'on veut y accéder, c'est qu'on a forcément une activité dans ce cas-là. Donc, cette fois, quand on fait avec le shadow, donc ici on a reproduit à peu près la même expérience, sauf qu'en fait on arrête aussi VM2 pour voir comment se comporte la reprise. Donc on a bien la VM1 qui a son max de performance, d'accord ? Alors il faut juste remarquer, je reviens ici, il est plus faible que la VM2, parce que la VM1, son max, c'est ses perfs, sa mémoire locale plus la mémoire de la VM2, d'accord ? Alors que la VM2, tout tient dans sa propre mémoire. Donc ici, jusque-là, tout va bien. Et quand la VM2 a son activité qui démarre, ici, on a représenté en vert et rouge l'état de Puma, d'accord ? Donc en vert, Puma était activé, donc il prêtait la mémoire. Donc la VM2 prêtait sa mémoire. Et en rouge, Puma est coupé, on refuse de prêter la mémoire. Donc là, on a bien détecté qu'il y avait une activité. Et on voit la performance en bleu de la VM2 qui monte et qui atteint presque le plafond, d'accord ? Donc c'est un détail près, ça marche bien. Sauf qu'on voit qu'il y a des gros pics là, de performance. Et c'est pas bon du tout ça. Parce que là, l'échelle elle est logarithmique. Et si on met une échelle normale, ça descend assez bas. Donc en fait, ce détecteur-là, il est vraiment instable. Donc pour ça, on a réalisé un autre détecteur pour voir si on n'avait pas une autre heuristique qui permettrait de désactiver Puma. L'idée, c'était de dire que si une page active est désactivée, c'est qu'on a une activité. Désactivée en dehors de ce qu'on a rajouté, nous, qui nous permettait de descendre sous les 50%. Pourquoi est-ce que ça marcherait ? Parce que si une page est désactivée, ça veut dire qu'il y a forcément de la pression mémoire. Le noyau Linux, il ne va jamais désactiver une page s'il n'y a pas de pression. Ce qui explique que dans certaines expériences, on a pu avoir plus de 50% de mémoire qui était active. Donc quand on exécute ce mécanisme, donc toujours pareil, la VM1, on a ses performances qui sont maximum, la VM2 aussi, et en plus, c'est stable. Par contre, si on zoome un peu, on remarque que la détection, elle est beaucoup plus lente à arriver. Là, il s'est écoulé quasiment 1 minute entre le début de l'expérience de la machine virtuelle 2 et le moment où on a détecté qu'elle était active. Alors pourquoi ça fait ça ? Parce que pour pouvoir désactiver une page, il faut d'abord avoir évincé, faut d'abord avoir fait grossir la liste inactive jusqu'à 50%. D'accord ? Donc c'est uniquement quand la liste active, pardon, il faut d'abord avoir fait grossir la liste active jusqu'à 50%. C'est seulement quand elle va dépasser 50% qu'on va désactiver. Donc ça prend du temps. Donc là, ici, ce qu'on peut se dire, c'est que le premier, il détecte rapidement, mais il est instable. Le second, il détecte lentement, mais il est stable. Donc qu'est-ce qui se passe si on couple les deux ? En fait, c'est assez simple, ça marche bien. Donc quand on couple les deux, on a bien la VM1 qui a ses perfs max au début, à la fin, la VM2 qui a ses perfs max pendant son exécution, la vitesse de détection est assez importante. D'accord ?
Donc en couplant les deux approches, on arrive à détecter l'inactivité et l'activité d'une machine virtuelle assez importante, assez précisément. Par contre, il y a juste un petit détail, c'est que ici, on voit que quand la machine virtuelle 2 termine son activité, il s'écoule un peu de temps avant qu'on détecte que la machine est vraiment inactive. Là, ce n'est pas un problème pour nous parce que ça ne va pas dégrader les perfs de la VM2, d'accord? Ça va juste prendre un peu plus de temps pour que la VM1 ait de meilleures perfs. Mais les perfs de la VM1, normalement, toutes seules, sans la VM2, si jamais il n'y avait pas Puma, ce serait ça. D'accord? Donc, c'est pas très grave. Donc, pour résumer sur la seconde partie de ma thèse, donc, elle a consisté à automatiser Puma. Donc, comme pour Puma, comme la partie, le cœur de Puma, c'est assez peu intrusif parce qu'on a vraiment reposé sur des mécanismes existants. Il faut savoir que les deux mécanismes là dont je vous ai présenté, c'est dans le noyau Linux, c'est une quinzaine de lignes de code, d'accord? C'est vraiment pas grand-chose, par contre, c'est beaucoup de temps pour les trouver et les expérimenter. Donc, dans le cas d'allocation de mémoire classique, donc comparé au ballooning, on arrive à diviser par 10 son surcoût. Et lors d'activités concurrentes, on arrive à détecter qu'une VM devient active ou redevient inactive, et ce qui nous permet de désactiver Puma ou de le réactiver en fonction des besoins. Et donc, pour conclure cette présentation, donc ce que je vous ai présenté, c'était Puma, hein, d'accord? Ça permet de réduire la fragmentation entre les machines virtuelles, la fragmentation mémoire, hein, surtout dans le cas d'applications, enfin c'était pour le cas d'applications qui font beaucoup d'entrées-sorties, tout en conservant l'isolation offerte par les machines virtuelles. Alors pourquoi j'insiste sur ça, sur ce point? Parce que donc moi, je n'ai pas parlé de tolérance aux pannes, ça pourrait faire l'objet d'une thèse entière. Par contre, le simple fait de ne se concentrer que sur les pages en lecture seule, ça nous permet à la fois d'être performant et en plus d'éventuellement tolérer une panne. Donc là, on imagine quand on a la VM2 qui prête sa mémoire, si elle tombe en panne, alors que la VM1 lui a donné des données, d'accord, c'est pas grave, parce qu'en fait, les données sont aussi sur le disque, d'accord. Donc à partir du moment où on arrive à détecter la panne, on va pouvoir récupérer ces données qui n'ont pas été modifiées. Et enfin, on a réussi à automatiser cette solution. Donc pour résumer, en fait, avec juste 3 expériences, la première, c'est avant Puma, d'accord. Avant Puma, on avait une machine virtuelle qui s'exécutait tout le long, et qui avait des perfs corrects, mais sans plus, et une seconde qui avait ses perfs max quand elle s'exécutait. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ici, quand la seconde VM ne s'exécutait pas, on ne pouvait pas profiter de sa mémoire, il y avait du gaspillage. Après la première partie de Puma, en fait, ce qu'on avait, c'était des performances maximales pour la machine virtuelle qui bénéficie de la mémoire de l'autre. Par contre, quand la seconde veut reprendre sa mémoire, ça ne marchait pas. Et à la fin, on arrive à obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire que la première machine virtuelle, elle peut bénéficier de la mémoire de la seconde. Et la seconde, quand elle veut récupérer sa mémoire, elle arrive à avoir des performances qui sont maximales. Et voilà, merci. Des questions? Merci. Moi, j'en ai quelques questions, en fait. La première, c'est comment vous synchronisez vos métadonnées, en fait. C'est-à-dire, si la VM2 décide d'éjecter une page que VM1 a placée chez elle, est-ce qu'elle doit l'informer? Est-ce qu'il y a un mécanisme de synchro derrière ou quelque chose? Ou comment ça se passe? Ouais, dans ce cas-là, en fait, elle va simplement, de façon asynchrone, en fait, elle va libérer la page. Oui. Elle va envoyer un petit message pour dire « je l'ai évincé ». D'accord. Et la machine 1 derrière Ouais. Quand elle aura reçu le message, bah, elle le saura. Alors du coup, il peut y avoir une incohérence. C'est-à-dire que les métadonnées ici, si... donc je vais prendre... Ouais. Ici, si la page 42 est évincée, tant que le message n'est pas arrivé, bah, c'est toujours ici, dans les métadonnées, d'accord? Ça veut dire que si en même temps la VM1 veut lire cette page-là, elle va croire que la page est présente dans le cache, elle va envoyer un message. Mais ce n'est pas grave en soi, parce que si ça arrive, ça sera assez rare, d'accord? Dans mes expériences, c'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. On va juste payer un miss distant, d'accord? Donc le miss distant, ça va être 500 microsecondes à comparer aux 10 millisecondes d'accès disque. Donc si ça arrivait souvent, ça serait problématique, mais ça arrive très peu souvent. Est-ce que vous générez un context switch quand vous faites un appel distant? Oui. Est-ce que vous avez regardé l'impact sur les cache processeurs, le fait d'avoir ce context switch? Parce que du coup, on va virer toute la TLB et
tout le cache processeur Ouais, va être alors, vidé. ouais, alors je vois où tu vas en venir. Il y a deux choses. Tu parles de quelle opération? Du get ou le put? Les deux, si vous voulez. Alors dans le cas du get, on s'en fout, parce qu'en fait, c'est l'application qui est bloquée. Donc que tu fasses une entrée-sortie sur le disque ou une entrée-sortie réseau, tu es bloqué, tu as un context switch. Dans le cas du put, on va avoir un surcoût qui va être bien plus important via le réseau, en fait, donc la consommation de la bande passante, que ce que pourra avoir le context switch. En C'est fait, beaucoup plus ma important. remarque, elle est plutôt en termes vraiment de cache processeur, c'est-à-dire on vide complètement la cache du processeur. Ouais, mais que dans le cas du contexte put. où on se place, en fait, c'est 10 ordres de grandeur en dessous, quoi, le cache processeur. D'accord? Et le simple fait de réclamer de la mémoire, de toute façon, ça va te polluer les caches. Et ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que quand tu fais... quand ça se déclenche, d'accord, cette opération-là, ça veut dire qu'il y a déjà eu un appel système, d'accord, allocation de mémoire, qui a déclenché une récupération de la mémoire. Sachant que quand la récupération va se terminer, rien ne te garantit que le processus qui a fait l'allocation, c'est lui qui va reprendre la main. D'accord? Donc même sans Puma, tu auras aussi un context switch et donc un flush des caches. L'autre question, est-ce que vous avez fait des tests sur des hosts virtuels plus chargés? C'est-à-dire, c'est quoi l'impact sur le scheduler de VM? Parce que moi, je le vois bien pour des hosts physiques. Par contre, sur des hosts virtuels, tu as un truc qui va entrer en considération, c'est le scheduler de DVM. Si on fait un peu d'over-provisioning, et c'est un peu l'idée d'utiliser des VM, ça risque d'avoir plein de VM qui sont actifs tout le temps et que ce qu'on gagne pour récupérer les IO, on le perd parce qu'on est en train de sauter d'une VM à une autre, l'hyperviseur est en train de sauter. Alors, faut être honnête, cette solution, ça ne marchera pas chez tout le monde. Donc, si tu as un host qui est ultra overprovisionné et qui a tout le temps de l'activité, ça ne marchera pas. Il ne faut pas le mettre. Nous, on s'intéresse plus à de la petite PME qui a soit un petit cloud privé, soit un serveur pour consolider et qui va se retrouver dans des situations où il y a la moitié de ses VM qui est active et l'autre moitié qui n'est pas active. D'accord ? Par contre, qu'est-ce que j'allais dire ? Dans mes expériences, pour des questions de reproductibilité, les cœurs des VM étaient pinés sur les cœurs des processeurs. D'accord ? Et je pense que si tu veux vraiment over-provisionner, tu ne vas pas faire ça de toute façon. Oui. Alors que nous, on se situe plus dans un environnement où tu vas avoir besoin d'un peu de perf, et si tu ne fais pas ça, tu peux avoir des problèmes. Et une dernière question, c'est à propos, on a vu tous les exemples, c'était tout le temps 2 machines. Vous avez testé au-delà à 3, 4, 5 machines? Non. Au-delà, c'est beaucoup d'ingénierie pour scientifiquement pas grand-chose. Voilà. D'accord. Donc, on n'est pas allé plus loin. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, eh ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci.